Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside RH. Aujourd'hui, nous avons à nouveau le plaisir d'être accueillis par le Jivail Resort dans ce cadre inspirant pour échanger sur le sujet passionnant qu'est l'intelligence émotionnelle. C'est avec Arnaud et Stéphane, deux experts passionnés et fondateurs de Ciel, que nous allons découvrir plus en profondeur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, comment la mesurer et surtout comment la développer au quotidien. Nous évoquerons également les différences générationnelles qui peuvent exister autour de la gestion émotionnelle, comprendre leur origine et surtout vous offrir des tips concrets pour optimiser votre propre gestion émotionnelle. Et petite nouveauté de cet épisode, j'ai moi-même passé leur test de quotient émotionnel. Vous pourrez très prochainement, à travers des vidéos bonus, découvrir les résultats, mon profil et le débriefing que nous avons réalisé ensemble. En attendant, merci encore au Jivail Resort pour leur accueil et merci à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet passionnant. Déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, qu'on comprenne d'où vous venez, quels ont été un petit peu vos parcours respectifs et ce qui vous a amené finalement à vous intéresser de plus près à l'intelligence émotionnelle et à la création de Ciel. Racontez-nous. Je te laisse commencer. Très volontiers. J'ai le droit d'aînesse. Voilà, c'est ça. Stéphane, pour les intimes, 58 ans pour le côté personnel, papa de 4 enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que peu de gens le savent, mais j'ai éduqué mes 3 premiers enfants seul. C'est aussi ce qui explique. Et j'ai créé mon entreprise, donc que j'ai développée en même temps, donc papa, entreprise, etc. Et donc j'ai eu droit et la chance d'avoir des challenges incroyables dans ma vie de papa, d'entrepreneur. Et ça m'a évidemment amené à accompagner des gens, mais aussi ma vie d'une manière générale, à devoir découvrir des failles, des limites chez moi. Les enfants sont des super challengers. C'est magnifique. Ce sont nos super coachs. Et ça fait 25 ans aujourd'hui que j'accompagne des managers, des dirigeants dans la conduite, dans le leadership, dans le coaching. Depuis, j'ai environ 50 000 personnes que j'ai accompagnées au travers de ces 25 années. Voilà un petit peu pour ma personne. Merci Stéphane. Avec plaisir. Et Ben, pour toi, Arnaud. pour moi, c'est Arnaud. Moi, j'ai 38 ans. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé comme cuisinier. Donc, le monde des émotions, on va dire qu'en gastronomie, il fait partie prenante ou intégrale de notre métier. En fin de compte, on crée des émotions au quotidien. Mais je t'avoue sincèrement, c'est pas un truc qui me traversait l'esprit à l'époque. Après, j'ai fait 15 ans comme militaire de carrière en Suisse. Là aussi, on va pouvoir faire un raccourci assez rapide en disant qu'il n'y a pas d'émotion à l'armée, mais on se rend vite compte que c'est pas le cas. Tu travailles avec des humains en permanence et il y en a toujours. Et le monde des émotions, il est arrivé assez rapidement parce que tu les ressens. Et quand j'ai fait mon master, j'ai travaillé sur l'intelligence émotionnelle et la motivation dans les entreprises. Et je me suis dit, on va aller travailler là-dedans, on va chercher. Et ça a mis en lumière tellement de choses que je pratiquais au quotidien. Et j'ai dit, OK, maintenant je commence à comprendre qu'est-ce que je vivais. Et c'est aussi comme ça qu'en 2023, avec Stéphane, on a co-créé Ciel. L'objectif, c'était après de mettre son expérience, la mienne, au profit d'autres personnes. Et Ciel est né comme ça. Donc, je pense que c'est un peu ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Côté privé, j'ai 3 enfants. Il en a aussi parlé, c'est des vrais challengers au niveau du quotidien parce que voilà, il y a plein d'émotions, des petites crises, des pleurs, des joies. Je suis marié, donc voilà, ça c'est un peu pour le côté privé. Donc je sais pas si ça répond à ta question Oui, totalement. pour arriver à pourquoi Ciel et comment on en est arrivé aujourd'hui à travailler sur cet univers-là. Et justement, je rebondis par rapport à ton parcours. Donc, tu étais en cuisine et aussi tu as eu un parcours militaire. Deux univers finalement où même la cuisine, les émotions, on a toujours cette image qu'en cuisine, ça peut être parfois compliqué pour la gestion émotionnelle. Est-ce que c'est l'un de ces parcours ou les deux aussi qui t'ont... Enfin, quel a été en fait le déclic, l'élément déclencheur où tu t'es dit en fait, là, l'intelligence émotionnelle, je veux le développer peut-être déjà pour moi et puis ensuite pour le transmettre aux autres? Je pense que j'ai été confronté à peut-être des chefs, des leaders, des cadres qui correspondaient pas forcément à ma manière de vouloir transmettre certaines choses. Comme tu dis, c'est des environnements qui sont très rudes, que ce soit l'armée ou la cuisine, c'est très hiérarchique, c'est hyper structuré. Et en même temps, c'est très
émotionnel parce que en fait, tu vis en permanence des choses. C'est un one shot. Je dis la cuisine, tu fais une assiette, elle sort, elle va être mangée. Donc tu peux pas recommencer une deuxième fois. Donc tu dois créer quelque chose qui est là. L'armée, c'est la même chose. Tu vis tout le temps avec des cadres tous les jours. Et ça change beaucoup. Et le déclic, ça a été quand j'étais pas trop en adéquation avec ce qu'on m'avait montré. Et ça a été à l'armée, en fin de compte, où j'avais cette image de l'instructeur, tu vois, dur, hyper carré et strict, que je jouais aussi comme rôle, parce que c'est ça que je voyais, c'est comme ça que je suis passé en travers de ça. En fait, le soir, tu te regardes, puis tu te dis, mais c'est pas ce que je veux. Il y a un truc qui cloche à l'intérieur, puis il y a sûrement un autre moyen de faire. Et le déclencheur, je l'ai raconté aussi dans un des podcasts, ça a été où j'étais en rupture avec mes gars, avec une équipe de sous-off. Ils m'ont, entre guillemets, cassé les bonbons pendant bien quelques jours. Et on était en exercice, je dis, écoute, ça va pas. Je peux plus parler avec mes grades, je peux pas parler avec un statut, une autorité institutionnelle ou une fonction. Faut que je parle avec mon cœur, en fait. Et là, tu es purement dans le monde des émotions. Je leur dis ce que je ressentais, en fait. Je leur dis, écoutez, les gars, ça me déçoit, je suis triste, je m'engage tous les matins pour vous et on fait des trucs cool pour vous. Puis ça, c'est le retour, en fait, aujourd'hui. Je dis, je vais vous laisser. Maintenant, je me casse. Puis on verra demain si je reviens. Je suis vraiment parti. J'ai pris ma bagnole, j'ai pris mon sac à dos, je l'ai courir pendant 1 heure. Je suis rentré à la maison, je vais voir ma fille. J'ai fait un gros câlin à ma femme, à ma fille. Puis le lendemain, je suis arrivé 2 heures plus tard, mais tout fonctionnait. Puis là, ça a dit, ok, Arnaud, il y a peut-être un truc à faire. C'est à partir de là que je dis, bon, tu peux être toi-même. T'as pas besoin de jouer un masque. Tu peux juste leur dire ce que tu ressens et d'être vulnérable d'une certaine manière. Ça, c'est un cheminement. Parce que t'es dans des environnements, en fait, tu dois jouer le gars un peu. T'as un rôle à jouer. Mais ce rôle-là, en fait, c'est ce qui te correspond vraiment. Puis moi, il me correspondait pas. En fait, c'était un surplus quelque part de ce que je comprends, de ce que tu racontes. C'était un surplus, même toi, émotionnel, de devoir tout le temps porter ce masque-là face à ton équipe en société et que quelque part, à un moment donné, tu as eu cette rupture et que tu t'es dit, en fait, ça ne me correspond pas. Et j'ai envie, en fait, de m'exprimer aussi, d'exprimer ce que je ressens. Est-ce que c'était... Ouais, puis surtout d'être toi, en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu peux juste être toi. Mais là, les masques sociétaux, bien les univers dans lesquels j'étais, c'est aussi comme ça que je me suis construit d'une certaine manière. C'est une image que j'avais. Je devais être comme ça. Mais elle me correspondait pas intérieurement. Et au moment où j'ai compris ça prend un peu de temps, hein. Peut-être heureusement, tu me dis 38 ans, c'est pas si tard que ça. Aujourd'hui, je peux en parler comme ça, mais il y en a combien qui restent bloqués là-dedans? Parce que t'as peur, tu sais pas comment faire, on t'a jamais montré. C'est quand t'arrives à un point de rupture, au bout d'un moment, t'essayes. Puis après, c'était génial, en fait. Et c'est comme ça qu'après, tu t'es intéressé plus en profondeur sur comment exprimer ses émotions, comment les nommer. Déjà pour moi, je fais beaucoup plus de développement personnel. J'ai lu une chier de bouquins. J'avais pas encore rencontré Stéphane à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment motiver, tu vois, comment créer des dynamiques entre les équipes pour qu'elles fonctionnent ensemble. Et c'est pas l'autorité, c'est pas une bonne planification. C'est des éléments qui sont importants, mais en fait, c'est qui tu es. Ils adhèrent à ta personne, à ta personnalité, à ta manière d'être. C'est un truc qui m'obsède, en fait. De comprendre comment ça marche. Puis quand j'ai fait, j'expliquais mes travaux de master, en fait, t'as des études qui le prouvent aujourd'hui. J'ai discuté avec Stéphane, on dit, lui, il avait un peu plus de backup, et puis il a fait, on peut faire quelque chose ensemble. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un peu les déclics, quoi. Et avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on aborde ce côté où tu disais aussi souvent avoir confondu exigence et dureté. Comment tu le différencies aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que l'exigence, qu'est-ce que la dureté? Quelles conséquences ça peut avoir dans sa vie quotidienne, que ça soit d'ailleurs dans sa vie privée ou professionnelle? Et surtout, comment y remédier? Comment faire la part des choses et ne pas tomber dans la dureté? Je pense que ça commence avec soi-même. Enfin, tu peux être exigeant avec les gens. Et je pense que c'est une bonne chose parce que si tu veux atteindre l'excellence, si tu veux avoir des choses qui fonctionnent bien, il y a une certaine exigence aussi en gastronomie. Tu as besoin, je veux dire, un gars qui a 3 étoiles Michelin ou qui a une grande table, sans exigence, ça fonctionne pas. Tous les jours, c'est de la minutie. Par contre, t'as pas besoin d'être dur. T'as pas besoin d'être un chef autoritaire, excuse-moi du terme, un peu un connard avec les gens pour que ça fonctionne. C'est juste de l'exigence. Puis ça vient avec l'exemplarité pour moi.
ce que tu attends des autres, tu dois être en capacité de le faire. Et c'est un truc qui me drive depuis. Bon, c'est à l'armée, c'était tout le temps comme ça, c'est soit un exemple. Ouais, et si je peux Hmm. rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'une des grandes choses qui fait la différence, c'est la confiance en soi. Si tu as vraiment confiance en toi, tu peux être exigeant sans être dans la dureté. La dureté, c'est souvent une stratégie que les gens adoptent pour essayer de s'imposer parce qu'ils n'ont pas les ressources ou pas suffisamment de ressources pour arriver justement à obtenir les résultats qu'ils veulent auprès des personnes qui conduisent, qui managent. Et de facto, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des stratégies de la simplicité. Allez, je suis dur. Donc pour moi, c'est aussi un signal. Quand quelqu'un est très très dur, je le vois beaucoup dans le management, dans la conduite. Voilà, j'ai vu beaucoup de monde. Souvent, c'est une vraie stratégie euh, qui n'est pas forcément adaptée du fait, mais pour se protéger. Donc on va être dur pour se protéger, et derrière, il y a de la peur. La peur de ne pas se faire obéir, la peur de ne pas être respecté, la peur de ne pas obtenir les résultats. Il y a une palette de peurs énorme. Et la base de tout ça, c'est la prise de conscience. Tant que tu n'as pas conscience, tu ne vas pas changer la stratégie. Combien même on voit les répétitions de comportement, on en parlait encore tout à l'heure, tu as des schémas de fonctionnement et tu peux intellectuellement comprendre que c'est pas OK, mais souvent ils ne savent pas comment faire. Et c'est aussi là que l'intelligence émotionnelle, qui est comme un ensemble de compétences, on en parlera sûrement plus tard, mais qui va faire la différence. Mais la première étape, c'est les fondations, comme la fondation d'une maison, il faut prendre conscience, la conscience de soi, comprendre comment on fonctionne, oser, et c'est peut-être le plus dur, aller creuser en soi. Et ça a été pour moi aussi des exercices difficiles dans ma vie, c'est d'aller aller creuser là où on n'est pas très confortable, où on n'a peut-être pas envie de voir, parce qu'on sait que c'est pas forcément toujours OK. Et ça, c'est effectivement un élément important Moi, je te rejoins complètement parce que dans le management. si tu regardes mon début de carrière, c'était le grade en fait. Et j'avais pas assez confiance en moi. C'est pour ça que t'étais dur. Parce que c'est le seul moyen que t'as de les garder dans la ligne. Et je te rejoins parce que si je regarde maintenant rétrospectivement, c'était ça. Jusqu'à ce que j'ai assez compris que je peux faire différemment. La rupture que je t'expliquais avant, ça a pris presque 10 ans de carrière. Tu vas me dire, c'est énorme. Mais jusqu'à ce que je comprenne que j'avais pas besoin d'être comme ça. Oui, parfois ça met du temps aussi de comprendre et aussi, comme tu disais, Stéphane, d'accepter et de se voir tel qu'on est et d'avoir le courage aussi de creuser là où on n'a pas forcément envie de creuser. Et je rebondis aussi par rapport à ça, mais quel a été ton déclic, Stéphane, pour creuser Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a marqué spécialement. Parce qu'à l'époque, j'avais aussi fait de l'armée. J'étais pas militaire de carrière, mais j'avais aussi ce rôle-là. Donc, j'ai appris à conduire des gens à l'armée. Et dans le privé, j'ai pris un poste à responsabilité. Et je me suis ramassé physiquement une baffe d'un collaborateur. Et effectivement, je comprends aujourd'hui, évidemment, en ce moment, ça m'a beaucoup touché, mais j'ai compris parce que dans ma manière de fonctionner, je voyais que le côté de nouveau dur, en disant exigeant, et puis j'avais un caractère très fort, donc j'étais assez brut de décoffrage aussi. Dans ma manière de dire les choses, je mettais pas tellement de forme, hein, mais à force de prendre des portes, il y a un moment donné, si tu commences pas à te poser des questions, tu vas pas y arriver. Et puis l'épisode, j'aime bien le souligner parce que c'est pas si courant que ça, mais où j'ai dû prendre en charge mes 3 enfants, l'entreprise, la construction de maison. Tu as quand même beaucoup de challenges. Tu as je dirais, des tsunamis émotionnels qui te tombent dessus parce que entre les responsabilités, les charges, etc., c'est quand même pas si simple que ça. Mais ça, c'est très formateur en même temps. Mais tu as 2 choix. C'est soit tu te laisses écraser, soit tu décides de prendre les choses en main, d'apprendre, développer. Donc j'en ai pas parlé avant, mais j'ai fait une quantité de formation astronomique. Voilà, c'est pas le but de les étaler maintenant, mais c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Alors, que ce soit de la lecture, que ce soit des cours, que ce soit, etc. Mais c'est un cheminement, en fait. Souvent, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments, on va aller trop vite. On ne prend plus le temps d'apprendre. On voit tout de suite les résultats. Tac. Ça, on le connaît, hein, on va sur Internet, il faut tout de suite une réponse, faut que tout soit simple et rapide. Et en fait, maintenant, l'évolution personnelle, ça prend du temps. L'intelligence émotionnelle, tu peux lire autant de livres que tu veux. Voilà, il faut du temps pour acquérir les connaissances, les compétences, les travailler, se planter. Et j'en ai fait des plantés dans ma vie, mais ça fait partie du process.
C'est aussi à travers les expériences, hein, je pense, qu'on construit et qu'on développe notre intelligence émotionnelle quelque part. Et je rebondis aussi sur la phrase, il me semble que tu dis parfois, que la motivation naît du lien et pas de l'autorité. Ouais. Est-ce que tu peux nous approfondir un petit peu plus, nous dire qu'est-ce que cette phrase vraiment signifie pour toi? Avec plaisir. Alors, elle vient pas de moi, elle vient de Simon Sinek. Mhm. Hein. La motivation ne vient pas de l'autorité, mais de la relation. Et effectivement, pour moi, ça fait beaucoup de sens aujourd'hui parce que on vit aujourd'hui dans un monde hyper rapide, un peu fast-food hein, quand même. Et finalement, si tu soignes pas le lien, la relation, eh bien, tu n'auras plus que... Et ça revient au début de la discussion. Tu n'as plus qu'un échappatoire. C'est l'autorité, j'impose. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, c'est écrit quoi sur mon badge? Quand on est là, c'est que tu as tout loupé. Je suis désolé, mais c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu te retranches derrière quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une vraie aptitude, capacité de créer du lien, de la relation avec authenticité. Il y a un écrivain italien qui s'appelait Luigi Pirandello, il est plus de ce monde, mais il disait dans la vie, tu vas rencontrer des millions de masques, mais très peu de visages. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert au fil du temps aussi, c'est que quand tu es toi-même, quand tu lâches un peu cette bride du contrôle, et combien de gens sont dans le contrôle, bien, ça va te permettre d'être plus toi-même, imparfait. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Les gens parfaits, je les fuis. Mais à force de pouvoir lâcher, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Et de facto, tu es crédible aussi. Parce que tu es certes vulnérable, et ça fait peur à beaucoup de gens, mais en même temps accessible. C'est ça que ça signifie pour moi. Et comment lâcher prise, justement? Parce que c'est très difficile de s'accepter et d'accepter d'être imparfait. Et quel serait le conseil que vous pourriez donner à nos auditeurs pour lâcher prise? Résilience. Moi, le mot qui me vient, c'est résilience. Ça veut dire, à un moment donné, si tu veux vraiment lâcher prise, tu dois accepter déjà d'être là où tu es dans ta vie. Et ça, c'est beaucoup difficile parce que à partir du moment, parce qu'on se compare beaucoup, hein, en fin de compte, on se compare avec les gens, alors idéalement des gens meilleurs que nous, c'est pas grave en soi si c'est pas dans le sens où je me dévalorise, mais dans le sens où, ok, c'est une inspiration. Pour moi, si tu te compares avec quelqu'un et que c'est pour t'inspirer, c'est une chose. Si tu te compares et que finalement, c'est pour te dévaloriser, c'est pas ok. Et je pense que c'est une des étapes importantes, c'est d'accepter à se regarder dans un miroir. Et moi, je dis souvent, on a toujours deux facettes, comme une pièce de monnaie. Et les deux font partie de nous. Et à titre personnel, je peux donner un exemple. Je suis un super manipulateur. Alors, quand les gens vont entendre ça, ils vont dire « Oh, le salaud !» Non, c'est pas ça. C'est être capable, avoir conscience de tes capacités, dans le positif comme dans le négatif. Parce que manipulation, pour moi, à l'époque, c'était très négatif. Aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que non, ça dépend de l'intention. Tu auras d'autres théories, hein, d'autres personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec cette affirmation. C'est la mienne. Donc, à partir de là, je me dis « Ok, c'est quoi l'intention que j'ai derrière ? Est-ce que c'est plutôt pour accompagner, aider la personne ou c'est pour servir mes propres intérêts ?» Et je pense que ça, c'est un des aspects. C'est accepter à se regarder en face, aussi accepter les parts d'ombre qu'on a, parce qu'elles font partie de nous. C'est comme une pièce de monnaie, tu as toujours deux facettes, mais c'est toujours la même pièce de monnaie. Est-ce que tu veux que regarder le côté brillant, magnifique, celui qu'on veut souvent montrer socialement, ou dire, ouais, c'est vrai, des fois, je peux être grognon, des fois, je peux être sous poulet, des fois, je peux être déprimé, des fois, mais c'est pas grave en soi, c'est qu'est-ce que j'en fais. Ça, c'est l'exercice, je pense, qui est très difficile. Voilà un élément qui me semble important de comment faire, c'est déjà accepter qui on est. Et c'est pas si simple que ça. Oui, surtout aussi par rapport à l'éducation qu'on peut avoir. Moi, je pense à ça aussi. Pour ma part, j'ai toujours été éduquée à toujours faire mieux, que ça n'a jamais été assez, finalement, de vouloir atteindre une perfection. Mais bon, qu'est-ce que c'est la perfection en soi ? Et c'est vrai qu'après, on a tendance, quand on se compare forcément à quelqu'un de mieux, de ce que nous, on a l'impression que c'est mieux sur certains aspects, et ben, on a tendance plutôt à se dire je suis pas assez, et à se dévaloriser, alors que normalement ça devrait nous motiver, je pense. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent
être confronté aujourd'hui aussi pour l'acceptation de soi et surtout pour avoir une comparaison plus positive, on va dire. Même si, bon, il ne faut pas se comparer, mais plus par motivation d'aller plus loin et de se développer, quelque part. Ouais, je pense que c'est pour rebondir avec ça, tu fais les choses pour qui? Si c'est pour toi, c'est peut-être la bonne raison d'avancer. Et après, pour lâcher prise, moi, je suis assez fan de dire, faut faire, faut agir, il faut passer à l'action. On en parlait encore dans la voiture en venant, t'as combien de personnes qui restent dans le conceptuel, qui restent là-haut? On est très doué pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que nous, on voit en coaching, j'ai compris. Bah, j'en doute pas que t'as compris. Mais est-ce que tu le vis? Et comment tu veux lâcher prise si tu fais pas? Alors, ça fait peur. On est dans les émotions. T'auras sûrement les chocottes de faire quelque chose. Agis, fais quelque chose. Et là, ça te permet de bouger. Puis après, moi, je te donne un conseil, c'est note. Note ce que t'as fait. Sois fier de tes réalisations et regarde de temps en temps. Dans la bagnole, t'as un rétroviseur, il est petit, le pare-brise, il est grand, donc regarde devant pour avancer, mais de temps en temps, regarde derrière, puis tu dis, tiens, j'ai fait déjà tout ça. Je peux être fier de moi et j'avance. Et en fait, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Et si tu le fais pour les autres, pour moi, c'est un mauvais argument. Parce qu'en fait, quand tu seras toujours en train de te regarder, de te comparer, te dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi, c'est pas assez bien, c'est pas assez si. En fait, je vais être un peu cru. Mais ils en ont rien à foutre de toi. Avance, fais ton chemin, vis tes trucs. Après, c'est clair, bah, tu vis en société, il faut aussi prendre en considération les autres, etc. Mais surtout, bah, si tu veux commencer chez toi, bah, pour prendre confiance, pour lâcher prise, agis. Et note. Et quel est le principal frein, selon vous, ce passage à l'action? Pourquoi les gens ne passent pas à l'action? Moi, tu l'as dit, je pense que c'est beaucoup la peur. La peur, c'est un gros frein. Sachant que, je pense, 95% des peurs, elles sont pas réelles. Enfin, on les vit réellement, hein, c'est des vraies peurs, mais elles sont pas basées sur des faits réels. C'est surtout lié à ce qu'on se projette, de ce qui pourrait éventuellement peut-être, si tout va bien ou pas bien, arriver. Et du coup, on n'est que dans de la projection. C'est pour ça que l'action est importante, parce qu'elle permet justement de se rendre compte et finalement de le vivre, comme dit Arnaud. Et je pense que c'est la peur. Alors, il y a sûrement d'autres raisons, mais une des raisons principales, c'est très certainement la peur. Puis des croyances. Ouais. Oh oui. Des croyances que tu te construis. Mais ça vient de ton éducation, ça vient de tes expériences de vie. On a tous nos propres parcours de vie. Et si tu fais une mauvaise expérience ou si tu crois que c'est pas possible ou que ça va être compliqué, en fait, tu t'auto-sabotes d'une certaine manière. Et pour, entre guillemets, casser ces schémas-là ou casser ces croyances-là, tu peux le faire seul. Ça te prend des fois un max de temps et des fois tu n'y arriveras pas parce que tu es dans ton mood à toi puis tu reviens dans tes cycles. Ou bien tu peux te faire accompagner. Des fois, il te suffit d'un gars à côté, ça pas forcément un coach, hein, ça peut être un bon pote qui te dit la vérité en face, qui t'explique le truc, fait écoute là t'exagères. Il va rien se passer mon gars, tu peux y aller quoi. Avance quoi. Et va chercher de la ressource extérieure, la discuter et puis ça peut des fois beaucoup t'aider. Donc ouais, la peur, c'est ce qui bloque, je pense principalement, puis t'es construit quoi. Très difficile de casser d'ailleurs des croyances et de se rendre compte que ce sont des croyances limitantes aussi, de mettre le doigt dessus et de le casser. Tout seul, moi je pense tout seul c'est compliqué. Parce que c'est tes croyances, donc tu y crois dur ça. comme fer, c'est à toi, ça t'appartient. Exactement. Je dis pas qu'elles sont justes, elles sont fausses, mais si tu y crois, c'est qu'elles sont vraies. Puis pour toi, elles sont pas forcément limitantes jusqu'au moment où tu sois là, t'as la tête dans le mur, puis que ce soit le bordel, tu vois. Puis pour ça, t'as besoin d'avoir peut-être quelqu'un à côté qui te dise, écoute, ça fait 3-4 fois que tu me racontes la même chose. T'es sûr de ce que t'es en train de te raconter comme histoire? Ou bien c'est... Puis des fois, tu te remets en question, et puis on revient à ce que tu dis au début. Ouais. Un déclic, un événement. Bah, si tu veux, il faut faire une parenthèse. J'ai fait un CAS en neurosciences et mon travail, c'était ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Donc, c'est la croyance limitante, je suis pas capable ou je serai jamais capable. Ou les filles sont fortes en littérature et les garçons en maths, les clichés, quoi. Et en fait, la clé, c'est la prise de conscience. Et c'est le plus difficile. Pour ça, on a souvent besoin de feedback, on a besoin de regard externe. Il y a les événements, il y a les résultats de ce qu'on fait. Albert Einstein disait, la folie, c'est de toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. Mais quand tu vois que le résultat, il n'est pas celui que tu espères, c'est déjà un indicateur en disant, OK,
Ça fait plusieurs fois que je fais ça. Je vois que c'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'il en est? Et les croyances, elles sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Elles sont aidantes ou limitantes, si tu préfères. Ça veut dire que je peux... c'est toujours une croyance, c'est pas un fait. Mais c'est pas la même énergie. Voilà. Donc, un des éléments clés. Et pour approfondir un petit peu maintenant l'aspect de l'intelligence émotionnelle, comment vous pourriez la définir et nous dire comment elle peut nous aider aussi dans notre développement personnel, justement? Bah, si tu veux une définition, on va dire académique ou que tu trouves dans les bouquins, c'est comprendre, nommer, réguler ses propres émotions et celles des autres pour bien interagir. Avec Stéphane, on aime bien dire c'est bien d'avoir un concept théorique, mais après faut l'appliquer. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que comprendre c'est une chose. Ok, j'ai compris, j'ai une émotion, il y a un truc qui est en train de se passer. Mettre un mot dessus. On a eu encore une formation hier. Ok, bah c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la frustration. Enfin, pléthore de vocabulaire. Et après, beaucoup de gens ils disent j'aimerais maîtriser mes émotions. Enfin, tu peux pas maîtriser. Enfin, ça, ça tu dis tout le temps. Apprends à réguler, parce que c'est pas en soi c'est pas une cocotte minute que tu vas étouffer puis dire ah, c'est bon, je tiens le truc, ça bouge pas. En fait, j'en fais quoi de cette émotion? Elle est là, elle a un signal, elle a un message. Hier, on parlait quoi des besoins Mhm. qu'il y a derrière. C'est ça un peu. Bon, pour moi, l'intelligence émotionnelle, si on doit la définir, c'est toutes ces compétences sociales et relationnelles. C'est des compétences. L'intelligence émotionnelle, c'est une définition, c'est un concept, mais dedans, c'est vraiment des compétences que tu peux apprendre, que tu peux développer. Et la clé elle est là, c'est dès que tu comprends que c'est une Ouais. compétence, tu peux faire quelque chose avec, quoi. Tu l'as vu d'ailleurs dans le profil qu'on Mm. a fait ensemble. On parle d'un ensemble de 15 compétences. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Qui dit compétence dit potentiel développé. On peut développer des compétences. C'est pas forcément des choses innées. Alors certes, il y a des personnes qui ont des compétences plus développées que d'autres parce que leur histoire de vie fait qu'à un moment donné, bah, ils sont plus habiles peut-être dans la relation avec les autres, ils ont peut-être une empathie plus développée ou une conscience de soi plus développée, etc. Parce qu'on n'a pas la même histoire de vie. Mais c'est quand même un ensemble de compétences avec deux grands axes pour ceux qui connaissent pas, qui sont l'aspect intrapersonnel et l'interpersonnel. Donc, d'une part, la relation à soi, puis d'autre part, la relation aux autres. Et nous, ce qu'on constate souvent, puisqu'on travaille aussi avec un outil psychométrique que tu connais maintenant, c'est que dans la plupart du temps, par exemple, je donne un exemple très concret, il y a quelqu'un qui aura une empathie extrêmement développée, donc elle sent bien ce qui se passe chez les autres, elle a ce feeling-là, elle dit « Ah, je vois que ça va pas, ok, mais elle sait pas quoi en faire. » Parce qu'il y a d'autres compétences qui lui manquent. On dit, ouais, j'arrive à ressentir chez les autres, mais je sais pas comment gérer ça, ça me met mal à l'aise, je sais pas comment aborder le sujet, je sais pas comment lui dire ce que je ressens, j'ai peur de ça. Donc c'est un ensemble de compétences qu'on peut développer. Et finalement, c'est aussi dans le sens, on dit souvent c'est un muscle, tu vois, un muscle, bah, plus tu l'entraînes, plus il devient solide, plus il devient fort. Et en travaillant un ou l'autre aspect des compétences, forcément ça influence le reste. Mais voilà, ça c'est, s'il fallait donner une définition, c'est complexe. Et après, tu as plein de théories différentes aussi. Mais disons que nous, on se base pas mal sur les concepts de Daniel Goleman et Baron. Et voilà, après, il y aura d'autres personnes qui diront, mais il y a aussi d'autres. Oui, c'est vrai. Mais en fin de compte, c'est important de comprendre, c'est des compétences. Et donc, ça se travaille, ça se développe à n'importe quel âge. Je tiens à préciser parce qu'on parle de génération. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un peu les incidences sur l'aspect de la gestion, respectivement de la régulation des émotions. On voit aujourd'hui, j'avais entendu ça, j'aime beaucoup cette définition, on est de plus en plus connecté, mais de moins en moins en relation. C'est-à-dire qu'on a plein d'outils, plein de techniques, etc., pour être connecté, pour échanger des informations, etc. L'IA vient se greffer à ça, mais on a de plus en plus de peine, et on est de moins en moins outillé parce qu'on est distanciel à discuter ensemble, poser quelque chose, aborder une thématique sensible. Et ça, ce sont des vraies compétences qu'on a besoin de plus en plus. Et à titre d'exemple, tu peux prendre toutes les IA que tu veux, le courage, aucune IA peut te la donner. La capacité de gérer un conflit, oui, théoriquement, tu peux avoir les informations, mais quand tu es devant la personne, c'est pas une IA qui va te la donner. Tu vas devoir avoir ces compétences-là. Et notre rôle, c'est aussi ça. Dans l'accompagnement, par exemple, c'est pas de donner uniquement des éléments théoriques, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est pour ça qu'Arnaud le dit aussi tout à l'heure, c'est faire, faire, faire. Et te planter, c'est OK. On apprend encore aujourd'hui. Hein.
Tu disais en introduction, est-ce que vous aurez des outils à partager à notre communauté, enfin aux gens qui écouteront le podcast? On peut partager beaucoup d'outils. Mais le seul truc qu'il faut que les gens, s'ils peuvent retenir déjà une seule chose de ce qu'on va raconter ici, c'est faites. Mettez en pratique, même une fois. Hier, on discutait encore, la régulation, tu as une émotion, elle sera tout le temps là. T'en auras toute la journée des émotions. Si tu commences à vouloir utiliser un outil quand tu es dans le rouge et que tu es déjà au rupteur, tu seras peut-être en échec, tu diras ça marche pas. Commence quand tu es déjà un peu dans le vert foncé ou le vert clair, dans le orange, pour t'habituer. Nous, à l'armée, on dit toujours, on fait du drill. On entraîne des situations tout le temps pour créer des automatismes. En fait, c'est rien d'autre que de la plasticité neuronale où, en fin de compte, on va créer une gaine où, en fait, tu vas plus y réfléchir et, en fait, tu vas pouvoir le faire naturellement. Et le jour où tu as une situation un peu tendue, émotionnellement difficile, bah, tu as le réflexe. Tu sais faire. Et pour ça, bah, y a pas un autre moyen que de faire. Et nous, à l'armée, on faisait des grandes théories sur le leadership. Tu peux lire tous les concepts de leadership que tu veux. Tant que tu conduis pas des équipes et que tu leur donnes pas une fois des missions, des mandats, des ordres, gérer un conflit, faire de la communication, ça te sert à rien. Ça reste une bible que tu as posée sur ton bureau, puis tu dis, j'ai lu ces livres-là. Tu peux lire Daniel Goleman, qui est une bible de l'intelligence émotionnelle comme ça. C'est génial ce qu'il y a dedans. Et si tu n'appliques pas ce qu'il met en pratique, bah, ça reste un livre dans ta bibliothèque que tu as lu. C'est cool. Mais à la fin, il faut en faire quelque il chose. faut en faire quelque chose. Et puis c'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, je dirais l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à danser avec ses émotions, mais à guider la danse. Comme image, si tu veux, j'ai fait pas mal de danse, ça me parle beaucoup. Moi, c'est le côté aussi égo, parce que au moins c'est le mec qui guide pour le joke, mais je trouve que c'est intéressant, puis j'aime bien cette métaphore, parce que c'est danser avec ses émotions, c'est pas les rejeter, c'est vraiment trouver l'équilibre et guider, donc réguler, et non pas les rejeter, parce que de toute façon, elles sont là, elles vont pas disparaître pour autant, elles vont juste prendre un autre chemin. Et le risque aussi au niveau santé, c'est qu'on somatise, donc on a des conséquences physiologiques qui peuvent être des migraines, des douleurs, des rougeurs cutanées, enfin, peut y avoir plein de choses parce que l'émotion va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc en l'accueillant, en dansant avec, si je peux prendre cette métaphore, ça va permettre justement de réguler ça. Voilà. Le corps, quelque part, exprime ce qu'on ressent aussi, par les douleurs et par ce qu'on peut ressentir. Puis tu vois, Stéphane, il disait, il y a interpersonnel et intrapersonnel. On est plus doué dans l'inter, parce qu'on est habitué à ça. Surtout au niveau professionnel, parce que tu es en relation. Tu as des équipes, si tu es un manager ou comme ça, tu as des équipes. Donc, en fait, c'est un truc que tu vas plus vite développer parce que tu en as besoin. Mais l'intrapersonnel, il est tout aussi important, si ce n'est plus important, parce que la conscience de soi, qui est un des socles, si tu sais pas gérer chez toi, comment tu vas les gérer chez les autres ou aider tes équipes à passer ces caps-là quand c'est difficile, quand t'as un projet qui est compliqué, qui avance pas, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de la frustration. Tu le ressens chez tes équipes, mais si chez toi, t'as déjà pas réglé le problème chez toi, comment tu vas aller le régler chez l'autre? Et l'intelligence émotionnelle, quand on dit, c'est comprendre, réguler ses propres émotions et celles des autres. Si tu commences par aller faire celles des autres, souvent tu seras en échec ou ça sera compliqué parce que t'as pas réglé le truc chez toi. Et la plupart des gens, ils ont peur parce qu'on a eu encore à Baden quand on est allé. Je fais quoi quand on vient me raconter ça? Il est là le problème, c'est que si t'as pas réglé le problème chez toi, tu vas pas pouvoir l'aider à l'autre. Alors peut-être t'es pas la bonne personne à ce moment-là. Ça, il faut être assez humble pour dire, ok, je suis pas outillé, on va voir quelqu'un d'autre. Mais commence chez toi. Vraiment, commence chez toi. Commencer par soi avant de vouloir le régler chez les autres. Voilà. Puis, le problème, c'est que dans le professionnel, tu es souvent confronté aux autres si tu vas d'abord aller régler les autres. Et puis, c'est plus inconfortable aussi, je pense, quelque part, de le faire pour soi. Bien sûr. De s'accepter et de se regarder en face tel qu'on est réellement. Tu as des zones d'ombre. Tu as des zones de lumière qui sont géniales, mais tu as clairement des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, elles font partie de toi, elles font qui tu es. Victoria, elle est qui elle est aujourd'hui. Stéphane, il est qui il est. Arnaud, il est qui il est. Et puis tous ceux qui nous écoutent, ils sont qui ils sont parce qu'ils ont des zones d'ombre. Elle fait partie de ça.
Et par quoi commencer justement pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle, qui aimeraient peut-être la mesurer? Nous, on a fait le test de quotient émotionnel et on s'en est suivi un débriefing que les personnes pourront découvrir prochainement. Euh, Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous faites aussi pour les personnes que vous accompagnez justement pour développer son intelligence émotionnelle? Déjà avoir cette cartographie de l'instant T et ensuite le développer. Bah, une chose que tu as déjà abordée, c'est clairement, c'est un très très bon point de départ, c'est de faire son profil comme tu l'as fait de quotient émotionnel parce que ça te donne une cartographie de ces 15 compétences et même aussi c'est rassurant parce que tu dis, OK, ces compétences-là, je les ai déjà super bien développées, ça va être quelque part mon socle, mon point d'appui, c'est mes atouts. Et puis ça te donne aussi un éclairage sur les éléments sur lesquels tu peux peut-être commencer à travailler prioritairement. Et j'aime bien dire prioritairement, parce que l'idée, c'est pas de faire tout en même temps. Mm. Par contre, c'est ce qu'on fait aussi dans l'accompagnement, c'est de conseiller sur par quoi commencer, ce qui est le plus important. Parce que même si tu travailles qu'une seule compétence, et même à petits pas, un peu la loi du Kaizen, tu sais, la politique des petits pas, au moins tu avances, et de toute manière, c'est un effet. Et ça a même un tel effet que, et on a souvent ce témoignage-là, donc en commençant à travailler sur soi, par une cartographie simplement, de où j'en suis, ça va aussi donner une orientation sur quoi tu veux mettre ta priorité, sur quoi tu veux travailler. Et on le voit, les gens nous le donnent aussi en retour. Dès qu'ils commencent à travailler et changer, ça se voit. Mm. Et un exemple, il y a une dizaine de jours, une des personnes qu'on accompagne nous a témoigné, elle a dit, bah, un de mes collègues m'a dit, tu as changé. Puis il lui a posé la question, mais qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, mais c'est en mieux. Donc, même si on ne peut pas toujours nommer, il y a quand même quelque chose, parce que nous sommes des êtres sociaux, donc on n'est pas fait pour être seul, ça c'est assez connu, ça vient pas de moi, mais on dit des animaux sociaux, mais c'est-à-dire que de toute façon, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Donc, à force de fréquenter les gens, on s'influence mutuellement, en positif, mais aussi dans le négatif. Donc, à partir du moment où tu es tout le temps, toute la journée avec des gens, et dans le monde professionnel, on passe environ 8 heures par jour ensemble, en tout cas en moyenne, eh bien, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on passe ensemble, plus qu'avec la famille, les amis, les compagnons, etc., ou les compagnons. Donc, forcément qu'on s'influence. Donc, commence déjà par quelque chose qui est de l'ordre de la cartographie. Ce serait peut-être le premier pas qu'on peut faire. Et ça permet de sensibiliser, quoi. On parlait de la peur, tu sais, au début. Oui. T'as peur de faire, tu sais pas. Puis les émotions, non, on remarque, c'est un truc de l'intime. C'est personnel. Qu'est-ce que je vais aller parler d'émotions? Ça m'appartient, c'est à moi, mais c'est compréhensible, hein. J'ai pas forcément envie d'exposer ça. Et la cartographie, en fait, le profil, c'est quelque chose que tu peux agripper. En fait, ça rassure d'une certaine manière parce que je vois, je comprends, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est pas abstrait. Et pour beaucoup, les émotions, c'est un truc, c'est là, ça gratte, ça fait mal, ça chatouille le ventre, je sens un poids sur mes épaules, j'ai la tête qui chauffe. Je fais quoi avec ça? C'est un peu bizarre comme truc, peut-être. Mais avec ça, tu peux, ok, maintenant, ça me rassure, en fait. Et de pouvoir nommer, parce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'émotions qu'on ne sait pas nommer, qu'on ne sait pas aussi différencier. Et ça peut aussi, comme tu disais, nous permettre d'avoir une cartographie, de pouvoir voir et de pouvoir passer d'un concept à quelque chose de plus concret, finalement. On est très Grâce à ce pauvre en test. vocabulaire émotionnel, mais moi, le premier, avant que je commence à m'intéresser à ça, tu connais 2, 3 mois, mais quand tu dois commencer à exprimer quelque chose de manière un peu plus fin dans tes émotions, c'est vite un challenge, hein. Avec Stéphane, on fait au début d'une formation, on dit changer le comment tu vas à comment tu te sens. Parce qu'on répond comment ça va? Ça va. Mm. Comment tu te sens? Bah, ça va bien. Tu vois la limite Oui. du vocabulaire. En fait, ça change rien. En fait, la réponse est la même. Mm. Mais non, je me sens heureux, je me sens enthousiaste, je me sens stressé, je me sens Curieux, curieux, enthousiaste. apeuré, je suis un peu triste. Je sais pas en fait. Et d'où ça vient, selon vous, cette difficulté à exprimer, à nommer ces émotions? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça vient de l'éducation, de la société? Selon vous, d'où ça vient? Et je pense qu'il y a un peu de tout ça.
C'est-à-dire, selon les cultures, bah déjà, on parle pas d'émotions. C'est des cultures où on parle plus facilement. Si tu es dans les pays nordiques, on a plus tendance déjà dans les écoles. Donc, au niveau de l'éducation, on commence beaucoup plus tôt. Ici, ça vient gentiment, mais encore, ça reste extrêmement timide. Le côté culturel, bah, si tu vas dans peut-être un côté plus asiatique, bah, forcément, c'est pas dans la culture de dire comment on sent, etc. Donc, je pense ces aspects-là. Et ce qui fait qu'on a un vocabulaire extrêmement pauvre. Et il y a pas mal d'études qui le démontrent, ça on peut les chercher sur le web, hein, que plus on a un vocabulaire qui est riche, meilleur on est dans l'interaction, dans la relation et dans la capacité à réguler aussi. Finalement, c'est être capable d'exprimer ce que tu vis avec précision. C'est un peu comme si tu vas chez un médecin, puis tu dis, voilà, dites-moi ce que j'ai. Ah ben, vous allez pas bien. Vous êtes gentil, mais Oui. est-ce que vous pouvez être plus précis, tu vois? C'est un peu ce truc-là en termes de métaphore. Et je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, on est peut-être pauvre en vocabulaire, mais c'est pas une fatalité. On a le choix de l'apprendre. Mais ça, il faut le faire. C'est un chemin à parcourir. Chez moi, c'était la compétence la plus faible quand j'ai fait mon profil. L'expression des sentiments. Mais au ras des pâquerettes, hein, je peux te garantir. Sur 10, je crois que j'étais à 2 ou 1,5. Hein. C'est pas surprenant, parce que si tu regardes mon parcours que je t'explique avant, cuisine, armée, tu fais le boulot. Mais c'est un monstre problème dans la relation. Parce que le gars qui est en face de toi, il est pas dans ta tête. Oui, totalement. Comment il peut savoir ce que tu es en train de ressentir si t'es pas en capacité de l'exprimer? Et là, on est dans des compétences interpersonnelles. En fait, ça devient vraiment un handicap. Moi, chez moi, c'est devenu un handicap de pas savoir dire ce que je ressentais. J'ai plein de trucs qui se passent, mais je suis pas en capacité de l'exprimer. Tu fais quoi avec ça? Et les autres peuvent pas le deviner, et après il y a des problèmes de communication. Tu peux parler professionnel, mais moi, ça a été juste dans mon couple, en fin de compte, avec ta femme, elle te dit, mais il faut que tu me dises les choses. Puis je fais, ouais, mais je sais pas comment te le dire. Et là, si tu apprends pas ça, bah, soit tu fais la rupture, et puis c'est plus facile de fuir, et puis de dire, ok, bah, on s'entend plus, puis on se quitte. Ou bien soit tu fais quelque chose, et puis je te garantis qu'après, bah, c'est le bonheur. Mais c'est pas que le bonheur à la maison, c'est le bonheur dans la relation, parce que tu peux lui dire à ton collègue, à ton chef, je me sens pas très bien, et Mais c'est génial. en parlant de ça, Arnaud, l'exemple que tu donnais l'autre jour de la personne qui a témoigné en séance, ce qu'elle ressentait. Non? Dans les entreprises, aujourd'hui, parler d'émotions, ça fait peur. Parce qu'on se dit, ah, mais ça, c'est un peu le truc bisounours, bienveillant, etc. C'est tout le contraire qu'on veut véhiculer. On n'est pas du tout dans un univers bisounours. C'est juste dans l'authenticité. Et le courage aussi d'assumer les choses. Pas pour être gentil avec les gens, c'est pas ça l'idée, mais pour être authentique et établir une relation de confiance. Une chef ou un chef qui est capable aussi de montrer sa vulnérabilité, ça devient quelqu'un d'accessible et de crédible. Et ça, souvent, c'est mal compris. Et l'exemple, peut-être tu le corrigeras si je dis des bêtises, mais en gros, c'est une personne qui a témoigné dans une séance en entreprise en disant à son responsable, écoutez, voilà ce que je ressens. Et en gros, qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est, T'es susceptible. t'es susceptible. On parle de travail. Tu vois la bombe. Oui. En fait, elle fait l'effort d'oser exprimer, elle s'expose. La personne s'expose, elle est en train de parler d'elle-même. Elle met des mots sur ce qu'elle ressent parce qu'elle a eu le courage de dire quelque chose. Et son gars, le chef, en fait, tu sais, t'es susceptible. On est en train de parler de boulot ici. Et le message pour tous ceux qui sont autour. Tchouf, 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 tu fermes toutes les écoutilles. Après, tu t'étonnes en tant que chef que, en fait, t'es pas en relation avec tes gars. Tu t'engages comme un fond. Tu motives tous les jours, tu pousses, mais tu t'épuises. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de recette magique. Après vient la question des managers, comment motiver les collaborateurs? Et c'est ça le truc. Puis ils cherchent des recettes miracles et on cherche souvent la solution à l'extérieur et l'intelligence émotionnelle, ça commence à l'intérieur chez soi. Donc, Nous, on a une vision un peu, ça serait génial, c'est d'avoir l'intelligence émotionnelle organisationnelle. Tu formes pas qu'un manager, tu formes pas la top direction ou comme ça, tu formes tout le monde. Parce qu'on a eu des exemples de cadres qui nous disaient, mais tu te rends compte que si je m'ouvre, si je me rends vulnérable, si j'exprime ce que je ressens, on va l'utiliser contre moi. Donc tu vois le construit du bonhomme, ça veut dire qu'ils sont en train de se dire, c'est que si je montre que je suis faible ou que j'ai une émotion ou que un jour ça va pas, mon collaborateur risque de l'utiliser contre moi. Donc c'est une culture d'entreprise, c'est un truc qui est pas sain dedans.
Et si tu penses comme ça, c'est normal que tu vas pas t'ouvrir. Par contre, si tu changes de perspective, puis tu dis, OK, je m'ouvre, je me rends vulnérable. Le message que tu vas donner à ton collaborateur, c'est, OK, mon chef, il est pas parfait. Il a aussi des moments où ça va pas. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai faite, c'est, je vais aussi lui dire quand ça va pas. Et du coup, tu rentres dans la confiance, parce que c'est le socle de tout, et je rentre dans la relation. Et le jour où ça va vraiment pas, bah, je vais pouvoir m'exprimer, il va me comprendre, on va pouvoir performer. Et toi, tu parlais de Simon Sinek au début, il a écrit un bouquin qui est excellent, c'est les vrais leaders mangent en dernier. Il parle du cercle de sécurité, il a analysé les forces spéciales américaines et les unités spéciales. Toi, tu avais partagé aussi un bouquin sur les négociateurs du GIGN. Pourquoi ces unités, elles surperforment? Pourquoi elles sont meilleures que les autres? Parce qu'ils ont créé un truc dans leurs unités où ils ont une confiance absolue dans le camarade, dans la personne qui est à côté. Parce que quand ils sont dans une colonne d'assaut, quand ils sont en train de prendre un bâtiment, ils peuvent y laisser leur vie. Donc je dois avoir confiance que le gars qui tient le bouclier devant, que le gars qui est avec son fusil, il va faire tout ce qu'il faut. Par contre, que quand ça va pas, quand on fait le débriefing en fin de mission ou d'entraînement, je vais lui dire, t'as merdé là. Là, j'ai risqué ma vie j'aurais pu me prendre une cartouche à cause de ça. Parce qu'il y a une vie qui est en jeu. En entreprise, on joue pas des vies. On joue avec des humains, enfin, on est des humains en relation. Il y a des gars qui sont en souffrance professionnelle tout le temps, il y a des burn-out, il y a tellement de trucs moi, ça me fait chier. Excuse-moi, je suis un peu cru, mais que tu dois en arriver là, parce que tu prends pas soin de ça. Parce que tu veux pas rentrer en relation. On devrait s'inspirer de ce genre de trucs. Totalement. Et à la fin, tu risques pas grand-chose. C'est clair que si tout le monde comprend pas ça, et qu'un, ils utilisent tes failles, au bout d'un moment, tu te fermes. Ça, c'est ton expérience de vie, tu vas te fermer. Les deux côtés. Et je rebondis d'ailleurs parce qu'on parlait des managers. Est-ce que selon vous, tout le monde peut devenir manager? Peut-être en développant ses compétences justement liées à l'intelligence émotionnelle, ou est-ce qu'il faut avoir certaines prédispositions? Parce qu'on le voit dans les entreprises, là on parlait d'environnement un peu plus nocif, mais il y a quand même, je pense, pas mal d'entreprises où justement le manager n'est pas forcément reconnu comme tel aussi dans les entreprises, et souvent on dit mais il sait pas manager, il est manager. Est-ce que ça vient du fait que tout le monde ne peut pas être manager, ou est-ce que ça vient du fait qu'il n'a pas développé encore les compétences qu'il Je pense faut? que déjà dans ce que tu as dit, il y a quelque chose d'important, c'est faire la différence entre leader et manager. Après, tu trouves plein de définitions, mais pour moi, manager, c'est plutôt le côté compétence gestion. Ce sont des compétences aussi. Et puis leader, c'est plutôt une compétence de conduite. Dans un monde idéal, il faudrait avoir les deux et développer les deux. Mon expérience a montré au bout de ces 25 ans, comme j'ai accompagné beaucoup de gens qui passaient de super collaborateurs à responsables, mais sans accompagnement. Donc il y a déjà une lacune souvent en termes de accompagner, donner les outils, c'est d'autres compétences de l'idée des gens. Et non, je ne pense pas que tout le monde est fait pour conduire des gens. Clairement pas. Il y a des collaborateurs qui seront d'excellents collaborateurs, et d'autres qui seront d'excellents chefs, mais pas forcément des bons collaborateurs, parce que ce sont des aptitudes et compétences différentes. Et comme on a des personnalités différentes, ben non, je crois pas. Honnêtement, ma conviction aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas fait pour conduire, et c'est très bien ainsi. On n'a pas besoin que d'avoir des chefs, il faut aussi avoir des Indiens. Tu vois? C'est pas le même métier. Mm. Pour comprendre une chose, c'est pas le même métier. C'est que souvent on prend un gars qui est bon techniquement Oui. et tu vas lui dire, OK, je te propose une opportunité de carrière, tu vas passer chef de cette équipe-là. Parce qu'il est bon techniquement. Mais c'est pas parce qu'il est bon dans sa technique qu'il sera bon dans la gestion du personnel ou la conduite du personnel. Et moi, j'aime bien dire, le management, c'est comme le squelette d'une entreprise, c'est des process que tu as besoin. Le leadership, c'est les muscles de ton corps. C'est pour guider les gens, c'est ce qui fait avancer. Et l'intelligence émotionnelle, c'est les terminaisons nerveuses qui te permettent de ressentir ce qui se passe autour de toi. Et c'est cette combinaison de technique, de capacité à guider les gens, à conduire, de leadership et de ressentir qui font à la fin que t'es complet comme manager, si tu veux prendre ce terme-là qui parle à tout le monde. Et non, moi je te rejoins à 100%. Puis, malheureusement, je pense qu'il y a aussi des managers qui sont tristes d'être chef. Moi, j'ai eu des collègues à l'armée qui ont été catapultés à la tête d'équipe, ils préfèrent être aux techniques. Parce qu'ils n'avaient pas envie de faire ça.
Oui, souvent on voit en fait la gratification par le fait de nommer quelqu'un bon techniquement en tant que manager, alors qu'en soi, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, que ce soit pour la personne ou pour l'équipe ou même pour l'entreprise, Et quelque même part. dans certains secteurs d'activité, comment dire ça? Ça va être un peu rude, mais c'est la solution de facilité parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mm. Parce que comme ils sont déjà à l'entreprise, en termes d'augmentation de salaire, etc., c'est une jolie petite progression, ça flatte l'ego. Mais dans les faits, s'ils devaient chercher quelqu'un d'externe, probablement que ça leur coûterait plus cher. Mm. Et donc, c'est aussi un aspect des fois, c'est conduit par une motivation plus économique, pas que, hein, mais plus, et ça biaise aussi les résultats en fin de compte, tu vois. Je vois ça Mm. surtout par exemple dans la grande distribution, avec qui je travaille aussi pas mal. C'est évidemment, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les process, donc on se dit, ok, c'est chouette, tu vas être promu, ça flatte l'ego, mais ces personnes auraient changé d'entreprise et seraient revenus, ils n'auraient pas la même rémunération. Mm. Donc il y a aussi il faut pas se mentir, il y a aussi un aspect économique dans pas mal d'organisations. Mm. Et selon vous, comment on pourrait récompenser un bon collaborateur, mais qui veut pas forcément évoluer sur un poste managériel? Bah, en fait, une des choses qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est donner des opportunités de développer d'autres compétences, pas de Mhm. conduite, mais d'autres compétences, d'aller identifier ce qui est loin d'être évident, les potentiels, et peut-être aussi de varier les tâches, ou simplement de lui permettre de continuer à faire ce qu'elle fait, parce qu'elle aime faire, puis elle n'a pas forcément envie de chaque fois. On est un peu dans ce monde, toujours plus, toujours plus, toujours plus, Mhm. mais des gens qui apprécient énormément la stabilité, il faut pas l'oublier, de pouvoir continuer à faire ce qu'elle fait avec la même qualité et la constance, c'est déjà un joli résultat. Mhm. Pourquoi toujours vouloir donner plus? Et en fait, à ce moment-là, on n'écoute pas vraiment le collaborateur. Mhm. On écoute plutôt le système, l'intérêt de l'entreprise, mais on oublie peut-être que dans l'intérêt de l'entreprise, c'est ça justement le côté positif, c'est qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle fait parce qu'elle a du plaisir à le faire. Mhm. Et c'est pas démotivant. Et même si c'est un travail de routine, combien de fois j'ai entendu ça? Oui, mais elle doit s'ennuyer parce qu'elle fait toujours la même chose. Et puis si tu discutes avec la personne, elle dit non, j'adore ça. Je suis heureuse comme ça. J'adore faire ce que je fais. Il faut surtout pas me faire autre chose. Oui, parce que je regarde ça avec mes lunettes de quelqu'un qui aime bien les tâches variées, etc. Mais tout le monde n'est pas. Mais on recherche pas tous forcément la même chose. Clairement. Mhm. Ouais. Peut-être réfléchir aussi peut-être en mode projet. Tu sais, quand tu fais t'as des équipes de projet, tu vas chercher des contributeurs parce qu'ils sont bons techniquement. Et peut-être dans une organisation, tu pourrais dire à un collaborateur pour le valoriser ou reconnaître son travail, dire, écoute, j'ai un super projet, tu seras pas responsable, mais tu vas pouvoir contribuer parce que j'ai besoin de ton expertise, de ton expérience de 10, 15 ans dans je sais pas quoi, pour participer à ça et ta voix elle est tout aussi importante. Parce que je pense que c'est aussi très valorisant pour un gars qui est peut-être en bas, de se dire, je peux participer, je peux contribuer à une vision d'entreprise plus grande par rapport à mon expérience. Et là, tu valorises ton collaborateur en disant, t'es peut-être pas le meilleur pour prendre des équipes, t'as pas envie, mais par contre, ton avis est important pour nous. Tu comptes pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, et on va peut-être parler de ça après avec les jeunes générations, mais on parle de sens, en fait, de contribuer à quelque chose de plus grand que toi, de se dire, OK, je peux apporter quelque chose à mon entreprise. Et aujourd'hui, tu t'engages. Pourquoi? Parce que tu sais que t'apportes quelque chose, tu contribues. Pas simplement pour le salaire. Ça, c'est une conséquence. T'es content si t'as un bon salaire quand tu fais du boulot, mais je pense que c'est plus motivant, intrinsèquement, de se dire, j'ai contribué à quelque chose de grand. Je vois un truc qui est en train d'arriver. Je fais partie de ce truc-là. J'ai aussi mis ma pierre à l'édifice. Et c'est pas que la direction qui a pensé un truc, Oui. c'est des grandes valeurs et puis on a décidé top down, on fait comme ça. Non, non, tout le bas, on a tous contribué et ça fait partie c'est notre identité d'entreprise. Et selon vous, justement, comment on peut voir si une entreprise est émotionnellement développée? Est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on peut constater quand, par exemple, si quelqu'un postule dans une entreprise pour sentir si l'entreprise est développée sur cet aspect-là? Ça présuppose que tu touches l'entier de l'entreprise, ce qui est peu probable. Mm. Je serais ravi, hein. J'en connais une ou deux qui, je pense, globalement, j'ai toujours à trois choses. Il y a l'individu, il y a le groupe, et il y a l'organisation. Et idéalement, les trois sont intelligents émotionnellement. Maintenant, il y a des entreprises qui cultivent ça, ça existe. Mais elles sont pas légion, et il n'y en a pas tant que ça. Par contre, elles ont tout à gagner. Ça va se sentir dans l'ambiance, déjà, dans la manière de communiquer,
la manière d'écouter, la manière d'interagir dans l'interaction humaine. Si tu veux dire, si tu postules, tu vas le sentir. Tu vas sentir très vite. Déjà, la manière dont on te parle, comment on te valorise, les questions qu'on te pose, tout ça, tu vas le sentir. Tu vois, si tu connais pas l'entreprise. Et puis après, bah, ça contribue à la réputation. On sait que le turnover, par exemple, c'est un indicateur. Les études le montrent. Les entreprises intelligentes émotionnellement, c'est un taux, on réduit, si on développe cette compétence-là, d'environ 30% le turnover. C'est pas une règle universelle, mais c'est quand même, c'est significatif quand on a des entreprises qui ont un turnover élevé, on travaille en ça, et on sait combien ça coûte, hein. Le turnover, ce sont des sommes colossales. Mais souvent, c'est ça la problématique. Alors, pour reconnaître, je pense que c'est en interagissant avec qu'on va pouvoir identifier la qualité de l'interaction, la relation que les gens vont amener, l'ouverture qui monte. Est-ce que les gens communiquent de manière ouverte, franche? Ou est-ce que tu vois plein de masques et puis... je pense que c'est assez subtil comme perception. Je sais pas si tu te rappelles, on avait lu le même bouquin, c'est Frédéric Laloux, je crois, qui a fait le bouquin Reinventing Organization. Ouais. Je sais pas si vous l'avez lu. Et il parle vraiment des typologies organisationnelles depuis qu'on est dans ces mondes industriels, etc. Aujourd'hui, on est dans une typologie assez orange, comme il appelle mécanique, où l'individu il va être utilisé comme un rouage de la mécanique organisationnelle. On va l'utiliser comme une pièce de tout ça. Et quand il pète, on va le changer. En fait, t'es un outil, t'es utilisé comme ça. Et ce qui l'amène, c'est d'aller plutôt dans des organisations opales où tu vas travailler avec l'individu. L'individu en tant que tel, avec ses forces, ses faiblesses, etc. Il y a un exemple qui était assez marquant avec une entreprise en France, qui ont de l'industrie en France, et qui devait livrer un client en Grande-Bretagne, je crois, puis qu'ils n'avaient pas de transport avec les camions. Ils avaient un délai pour faire livrer ce truc-là. Ils se sont mis tous ensemble. Ils ont cherché une solution. Mais de l'ingénieur à la direction, etc. Ils ont affrété un hélicoptère pour faire livrer le truc parce que leur réputation, c'était on livre, je crois, en 24 heures ou en 48 heures, en temps et en heure sur place. Donc en fait, ils ont cherché tous ensemble comment on va pouvoir valoriser l'entreprise, l'organisation en tant que telle. Mais c'est pas le chef qui a décidé. C'est pas le chef le directeur de service ou l'ingénieur. En fait, tous ensemble, ils ont discuté, ils ont brainstormé. On a écouté tous les trucs. Et à la fin, ils ont trouvé une solution qui sert l'ensemble. La force du collectif, finalement. Voilà. Et puis, en fin de compte, la réputation est là. Ils se sont fait un an. Ils ont affrété un hélicoptère pour aller livrer un truc où tu dis, ils s'en foutent, les types. Mais en fait, c'est peut-être un coup de pub, un coup de marketing, mais tu te sens tellement faire partie de ce truc-là que tu vas te défoncer comme entreprise. Il y en a qui existent comme ça. C'est l'entreprise Favi, c'est pour les gens qui chercheraient les références. Favi, F-A-V-I, au nord de la France. Donc ça existe. Je trouve que c'est des belles histoires. Donc tu vois, c'est plus subtil que ça d'identifier une entreprise qui soit intelligente émotionnellement. Ça va être beaucoup dans la relation. Comment tu veux sinon l'évaluer par des statistiques? Tu vois, c'est très difficile. Puis combien d'entreprises ont des sites internet magnifiques avec des belles valeurs affichées? Puis quand tu poses la question aux gens en interne, ils disent oui, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, ça n'a rien à voir. Et je pense que pour moi, l'intelligence émotionnelle, ça doit se ressentir et puis ça doit se vivre. C'est pas quelque chose qui uniquement se déclare. Et puis ça doit être vécu et véhiculé aussi, et notamment par les différents leaders qui sont au sein de l'entreprise. Puis pas faire du greenwashing comme ça, des trucs écolos comme ça. On est une entreprise émotionnellement intelligente. Je pense que t'as pas besoin d'aller jusque là. Oui. Parce que en fait, de nouveau, là, on est sur un truc de façade. C'est pas nécessaire. Je pense que tu dois le ressentir dans tes tripes. C'est un truc que tu as envie de véhiculer. Et nous, on dit tout le temps, ça sert à rien de venir chez nous. Là, je vais pas faire notre marketing, mais viens pas nous voir si t'as pas envie de changer. On n'aura pas de bons résultats. Ça sert à rien. On n'est pas là pour te convaincre. On sait on y croit, on sait que ça marche, mais à la fin, si toi t'y crois pas, oui, totalement. Je vais pas arriver à te convaincre. En fait, on va être les deux à perdre. Faut que ça vienne de nous déjà, avant toute chose. On va rentrer un peu plus en profondeur sur justement les différences générationnelles, et notamment en entreprise, que vous avez peut-être déjà pu constater dans les suivis que vous avez pu faire. Déjà, pour commencer, est-ce qu'il existe réellement des différences générationnelles dans la gestion émotionnelle ou pas spécialement? Est-ce que vous constatez, vous, vraiment des différences notables entre les générations?
moi, je prétends que oui, dans le sens où, alors pour différencier un petit peu, bon, moi, je fais partie de la génération, Baby boomers. non, Non. juste après. Tu me vieillis pas plus que l'âge. Mais, Les X. ouais, c'est ça. Et donc, ok, mais je vois très bien les différentes couches. Et en fait, il y a plusieurs paramètres qui influencent ça. D'abord, l'éducation. Je veux dire, si je prends ma génération, on parlait pas d'émotion, un garçon, ça pleure pas, enfin bref. Ça, c'est le message que j'ai reçu, moi, quand j'étais enfant. Et puis, si je prends la génération actuelle, parce que j'ai aussi des enfants qui sont dans cette génération-là, je me rends compte que, en fait, je disais, on est de plus en plus connectés, mais on a de plus en plus de peine à gérer la dimension émotionnelle. Et si tu regardes les réseaux sociaux, on voit ça aussi. Dans les comportements sociétaux, on est très réactif, on supporte moins les choses, et en même temps, on est en recherche de sens. Donc, il y a comme des paradoxes. Alors, je pense que oui, les générations, ça, clairement, pour moi, ça joue un rôle parce que bah, c'est pas le même environnement, on vit pas à la même vitesse, on a d'autres connaissances qu'on n'avait pas. Moi, je trouve cette époque qu'on vit extraordinaire. Je n'ai pas de nostalgie du tout de l'époque parce que je pense qu'on a beaucoup plus de choses aujourd'hui. Je trouve ça génial. Et en même temps, ben, on n'a pas le même bagage. Donc, c'est vrai que tout ça doit apprendre à travailler ensemble, à se comprendre, à exprimer. Et dans chaque génération, oui, moi je pense qu'il y a des générations différentes, bah, il y a des challenges différents, mais qui, en fin de compte, on veut tous la même chose. On veut se comprendre, on veut s'entendre, on veut être apprécié, on veut être aimé, sans être dans le monde bisounours de nouveau, mais c'est normal. C'est juste normal. On peut avoir des relations de confiance. C'est une question que j'aime bien poser. C'est quand je donne des séminaires, c'est en qui vous avez confiance et par rapport à quoi? Alors là, tu vois tout de suite les yeux aller dans tous les sens. Je dis, et qui peut avoir confiance en vous et par rapport à quoi? Et toi, rien que poser cette question-là, ça met en perspective des choses. Et, ok, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour faire confiance? Et on n'a pas tant de monde que ça en qui on a vraiment confiance. Ça présuppose une base extrêmement solide et elle se construit, mais elle se détruit extrêmement vite. Je pense que c'est vraiment un ciment important dans les équipes, dans les entreprises, et même au niveau intergénérationnel. Moi, je trouve que on a tellement à s'apporter les uns aux autres. Pour moi, c'est ce qui me fait peur quand on parle de génération, c'est qu'on veut cliver. On dit, il y a ces générations, elles sont bien, ceux-là, elles sont moins bien. Puis je dis non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est quels sont les besoins de chaque génération. Mais je vais prendre un exemple. Moi, je vois des jeunes qui ont 20 ans, je les trouve d'une maturité incroyable en comparaison avec des gens qui ont mon âge. Certains, je dis, mais mon pauvre ami. Alors, ce qu'on oublie dans l'aspect générationnel, c'est la maturité. On parle beaucoup de génération parce qu'on dit, voilà, les dates de naissance. Mais il y a un aspect qu'on oublie et qui, pour moi, est important, c'est la maturité intellectuelle et émotionnelle. Et tu parles des gens super jeunes, extrêmement matures. OK, ils n'ont pas l'expérience de peut-être de quelqu'un de 50 ou plus, mais tu peux avoir, moi je le vois assez, des gens qui ont déjà mon âge et plus, et je dis, mais mon pauvre ami, quel manque de maturité. Donc voilà, moi c'est une dimension qui me manque dans la notion générationnelle, c'est la notion maturité. Et je trouve extrêmement importante. Ça, c'est ma perception. Hein. Après, il y a peut-être un aspect aussi de. On a parlé avant des peurs, et je pense que enfin, je sais pas toi, mais plus tu vieillis, peut-être t'as d'autres peurs qui vont venir, t'as d'autres croyances. Et moi, je vois mes gamins, ils sont intrépides. Ils font n'importe quoi. Vous allez vous blesser, vous allez vous tuer de faire un truc comme ça. Et je pense que les jeunes générations, elles ont peut-être moins peur de certaines choses. Elles expriment plus. Elles sont aussi dans un environnement où elles osent plus. Elles ont appris différemment. Et tu te retrouves confronté à des autres générations où bah, elles ont construit autre chose. Elles ont d'autres croyances. Elles ont peut-être d'autres peurs. Je fais quoi avec un jeune qui vient m'exprimer que aujourd'hui il veut faire un tour du monde? Je prends comment ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment un fainéant puis qu'il a pas envie de bosser puis qu'il croit que l'argent est facile et puis qu'il a pas besoin de travailler? Moi, je pense que ça a rien à voir avec ça. Je pense que les jeunes, ils ont tout autant envie de bosser puis de créer des trucs et puis ils ont du feu. Sauf que ils expriment peut-être différemment. Et moi, je fais quoi dans mon entreprise quand je sais pas, j'ai 55 ans. Moi, je me suis construit dans ma carrière professionnelle. Pour moi, le boulot, c'était ma vie et c'est comme ça que je l'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai un jeune qui vient me dire, après 25 ans, il a toutes les portes qui sont dans le. Moi, je veux faire un break. Je vais me barrer une année, puis je vais aller faire un tour du monde. T'as un choc. Tu penses que c'est parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière? Bah, bien sûr, c'est une selon question les de perspective. générations?
Mais puis, c'est normal, lui, il a vécu des trucs. Moi, je vois pas la même chose que lui. Son vécu est différent que le mien, et le mien est différent que le sien. Après, on se rejoint parce qu'on communique et qu'on échange. et la société a changé. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants qui sont digital nomades, dont une fille qui vit à Bali depuis 3 ans. Je veux dire, elle vit de ça, elle vit de ça. Je veux dire, moi, dans ma génération, c'était inconcevable. On n'avait pas les ressources, les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de tenir compte de ça. Et le monde va vite, très, très vite. Et je pense que, voilà, par exemple, les jeunes ont cette capacité d'adaptation rapide qu'on peut aussi acquérir à n'importe quel âge. Hein. Je pense que je pense pas être resté sur le quai de gare, mais voilà, c'est une question aussi de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Et je trouverais dommage c'est important l'aspect générationnel, clairement, mais de le cliver que au niveau de la date de naissance, mais d'essayer de comprendre que, en fait, on a beaucoup à gagner de travailler ensemble, quel que soit l'âge qu'on a, même si ça fait peur. Mais les attentes sont différentes aussi. Je veux dire, voilà, Arnaud a parlé de voyage, mais même au niveau des conditions de travail. On a l'après-Covid avec le home office, on voit ça dans les organisations. Tout ça, ça joue un rôle. Et le challenge, c'est vraiment d'apprendre dans les organisations à composer avec et de créer des conditions qui soient motivantes et qui permettent quand même d'atteindre des résultats organisationnels. Parce qu'on ne peut pas être que dans la liste de vœux de Noël, et puis j'aimerais ça, ça, ça. Toute organisation a des objectifs, doit atteindre des résultats. C'est normal. Sinon, elle n'existera pas longtemps. Et le but, quand tu vas dans une organisation, c'est quand tu as envie probablement qu'on t'offre des conditions qui sont ce que tu recherches, mais en même temps, tu as envie qu'elles perdurent. Tu n'as pas envie de couler une boîte. Donc, c'est tu vois, une question complexe. Aujourd'hui, avec l'IA, tu dis, OK, là, qu'est-ce que je fais ou comme ça, mais toi, la communication, c'est un truc que tu vas pas pouvoir enlever. L'IA, elle va pas pouvoir t'aider avec ça. Mais autant du côté des générations X, Y qui sont plus vieilles dans les organisations et les jeunes, la communication, c'est un truc que tu es obligé de faire. Tu es obligé de te parler. Et là, bah, c'est une compétence. Il faut comprendre l'autre, il faut s'intéresser à la relation, il faut le construire. Et c'est normal que tu n'es pas toujours d'accord. Et puis la manière de dire les choses, peut-être moi je vois les jeunes, c'est on peut pas me parler la même chose que ça. Putain, ils s'offusquent, ouais, des fois c'est un peu clivant comme truc. C'est normal parce que il a appris à communiquer un peu à la militaire. Hein. Faut aussi voir l'histoire, comment les organisations elles fonctionnaient. Mon papa, il y avait 600 000 hommes qui servaient l'armée, tous les cadres passaient par l'armée quasiment. Donc tu as appris à des modèles de conduite qui sont Maintenant, tu as 100 000 gars qui font l'armée, la moitié, ils sont réformés, ils vont pas dans ces systèmes-là, ils ont beaucoup voyagé. Tu peux plus communiquer la même chose. Donc, c'est aussi peut-être à toi de t'adapter, à communiquer différemment. Mais moi, je pense qu'un jeune, aujourd'hui, il a autant envie qu'un autre de savoir où il va. Que tu lui donnes une direction à faire les choses. T'as pas besoin d'aller avec un bouquet de fleurs et puis lui dire, ah tiens, on va aller dans le jardin zen et puis je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ton prochain mandat, Kumbawa. Je pense pas que c'est ça qu'il veut. Par contre, il n'a pas envie que tu le traites comme le jeune abruti qui a aucune expérience. Il veut être considéré, je pense. Et puis ça aide beaucoup dans la posture, dans la manière de communiquer avec les gens. Et là, il va fonctionner. Je suis sûr que ton jeune, il fonctionne. Moi, à l'armée, on n'avait que des jeunes de 19-20 ans. Au début, j'étais dans la même tranche d'âge. À la fin, j'avais 15 ans de différence avec eux. Il y a un gap. Hein. Il faut continuer à les faire avancer. Et justement, on dit souvent que les jeunes, ils ont des facilités à exprimer leurs émotions, mais pas forcément à les vivre, à les réguler. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Ou pas forcément? Moi, je pense qu'il y a... Alors, je suis assez convaincu que on n'a pas beaucoup appris à les réguler. Mais ça, je pense même avant. Hein. Et il y a c'est une vraie compétence à développer intergénérationnelle. Ce qu'il y a, c'est que l'impression que ça me donne aujourd'hui, mais c'est très subjectif parce que c'est que mon expérience et mes filtres à moi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on a encore plus de peine à aller dans l'univers émotionnel. On est beaucoup plus dans la réactivité que, par exemple, dans l'écoute. Tu vois, c'est beaucoup auto-centré. Moi, c'est un peu la génération selfie, hein, sans vouloir être clivant, mais... Et du coup, je m'écoute moi, mais j'ai de la peine, encore une fois, à rentrer en relation, dire, OK,
Ok, je suis important, mais l'autre aussi. Je peux pas vivre seul. Et moi, je pense qu'il là, il y a un vrai travail encore à faire. Ouais, clairement. Apprendre à rentrer en relation, hein, de manière saine, équilibrée, respectueuse. Voilà, tout simplement. Et je pense que le gap, il est dans... Les jeunes vont peut-être l'exprimer facilement, mais après, j'en fais quoi? Et les plus vieux, ils ont même pas appris à l'exprimer. Oui. Donc en fait, c'est enterré. Toi, t'as appris à enterrer, C'est ça. je fous sous le tapis, je sais pas quoi faire avec ce truc-là, donc je l'exprime pas. Donc ça, c'est aussi très difficile quand t'as quelqu'un en face de toi qui va dire, je suis pas d'accord, je me sens triste, je suis en colère, je suis frustré. Tu dis, ok, c'est quoi ce truc? Comment je fais? Mais moi, j'ai même pas appris à le nommer. Donc, t'as de nouveau un truc qui fait des étincelles entre les trucs, entre les générations. Puis après, il fait, ouais, et puis après, il explose, et puis tout ça, et puis, tranquille, les jeunes, ils sont tout le temps, non, bah, je pense pas. Et quel conseil vous pourriez donner ou un exercice concret que les personnes pourraient appliquer pour justement les aider à réguler leurs émotions, peu importe finalement les générations? Je pense que c'est assez simple en fin de compte. Et on l'a vu encore, hier on a animé un séminaire, c'est la difficulté déjà, c'est reconnaître les émotions. Déjà ça, et se connecter à l'émotion, la nommer. Là, on voit qu'il y a un vocabulaire qui est extrêmement pauvre, alors qu'on a des ressources, hein. Aujourd'hui, si tu tapes sur Google, roue des émotions, tableau des émotions, et en fait, il y a pas mal de ressources qui existent déjà que tu peux aller chercher. Une fois que tu as reconnu et nommé, c'est OK, c'est quoi le besoin derrière? Donc, si tu veux, de manière très simple, dire OK, mais je ressens ça, mais c'est quoi mon besoin? Et à partir du moment où tu commences à écouter tes besoins, ben, c'est apprendre peut-être à le communiquer en me disant voilà mon besoin. Ça paraît basique, hein, ce que je suis en train de dire. En fait, et dans la réalité, on l'a encore vu hier, c'est un exercice qui est difficile quand on n'a pas l'habitude. Une fois qu'on a l'habitude, ça devient beaucoup plus fluide. Mais au début, c'est dur. C'est dur, mais c'est OK. Ça fait partie du process. C'est une compétence qu'on peut développer. Voilà, dans les grandes lignes, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est simple à mettre en place. Et à partir de là, ben, apprendre à en faire quelque chose. Et après, il y a nous. Hier, on a donné comme outil, par exemple, la respiration. Tu vois. Dire, yoga, je vais respirer. Je pense pas qu'il faut rentrer dans ces clichés. Et on a beaucoup rigolé parce que tu te mets dans ton bureau, puis tu fais un arbre ou un truc comme ça. Enfin, je dis, fais pas ça. Après, ils vont dire chez Ciel, on leur dit de faire des positions un peu bizarres. C'est plutôt de dire, ok, je prends un temps pour moi. Si ça monte, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, accepte que c'est là et accorde-toi peut-être un peu d'indulgence et une petite pause. Tu respires un bon coup. Sors. Va prendre l'air. Trouve une stratégie pour redescendre. En fait, la régulation, c'est, ok, je vais retomber dans un état émotionnel acceptable où je vais pouvoir recommuniquer. Si on est tout le temps dans la réactivité, on réagit pas toujours très bien. Si t'es pas entraîné, tu réagiras pas très bien. Puis après, tu regrettes peut-être ce que t'as dit. Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou j'ai surréagi. Et puis après, c'est dur d'aller dire à l'autre, je m'excuse, hier j'ai un peu abusé. Parce que ça, on tape sur l'ego. Il y a personne qui aime vraiment aller dire, ah, en fait, tu vas montrer que t'es faible. Puis, t'aimes pas trop ça. C'est normal, on est tous les mêmes. Puis pourtant, t'aurais tout à gagner de lui dire. Mais là, on rentre dans autre chose. Mais prends un temps pour toi. Si tu sens que ça monte, que c'est un peu compliqué, que la situation elle est tendue, c'est pas une faiblesse. Respire un bon coup, ancre-toi, pose tes pieds au sol. Si tu veux pas que ça se voie, tu trouves une excuse. Écoute, je vais vite aux toilettes. Va ailleurs, va prendre l'air, fais quelque chose. Puis après, tu reviens, puis c'est bon. Et puis la personne qui est en face aussi et qui le détecte, l'accepter aussi et de ne pas chercher à savoir ce que la personne a à dire parce que on peut aussi se sentir obligé parfois de réagir parce qu'on nous pousse à réagir, parce qu'on nous dit mais si, dis-moi, qu'est-ce qui se passe et alors que c'est pas le bon moment pour la personne. D'ailleurs, aussi de l'exprimer. on a eu cet exemple-là où la dame, elle nous disait, je sens qu'il va pas bien. Et je lui dis, mais dis-moi. Et on écoute ça. Mais tu sais, elle a peut-être pas envie de te dire. Là, il y a un grand blanc. Ouais, ok. Parce qu'en fait, là, c'est pas le moment. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça, d'une certaine manière, de ressentir. C'est pas parce que tu ressens que ça va pas chez l'autre qu'il faut aller gratter, 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 juste pour lui tirer les verres du nez, pour qu'il dise les trucs. C'est aussi le respect de, ok, c'est bon. Sache que, comment t'allais sortir pas si t'as envie ou c'est comme ça. Si tu as le besoin, je suis là. Voilà.
Je suis à Si tu as disposition. envie d'en parler, je suis à disposition. Mais il faut pas forcer. Bah, forcer, mais mets-toi à la place de la personne. Si Mhm. toi, t'es pas bien, puis que la personne. Moi, Totalement. je dis toujours, traite les autres comme tu aimerais être traité. Mhm. C'est pas, ça vient pas de moi, mais Mhm. si t'es pas bien, puis que t'as pas envie de partager, t'as pas envie non plus qu'on insiste. Mhm. T'auras juste envie de dire, mais fous-moi la paix. C'est pas le moment, j'ai pas envie. Parce que je pense qu'il y a aussi le bon moment. Mais le respect de la personne, pour moi, c'est aussi de demander si elle est disponible, si elle a envie d'en parler. Ça s'apprend. Mhm. Tu vois, c'est pas d'imposer. Même si tu es Vraiment. dans le juste, dans ton ressenti, tu peux être complètement dans le juste en disant, mais je sens bien que la personne ne va pas bien. Mais peut-être elle n'a pas l'envie de partager avec toi. Et là, on est dans quelque chose qui est délicat. Souvent, quand c'est ce type de comportement, c'est des comportements de contrôle. Je veux contrôler la situation. Probablement que la personne dont on parlait hier, elle était dans le contrôle parce qu'elle ne sait pas quoi trop en faire. Elle a peur que ça lui échappe. Donc, elle essaie de lui imposer qu'est-ce qu'on fait. Elle n'a pas envie. Et ça part d'une bonne intention. Après, hier, je disais aussi, faut t'imaginer comme quand tu es manager ou quand tu es chef d'une équipe, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour parler de ça. Parce que tu le veuilles ou non, il y a une hiérarchie qui se joue. Qu'elle soit formelle ou informelle, il y a un truc qui va se jouer. Et même si tu étais à un moment donné le collègue de ton camarade ou de ton autre collègue, puis tu n'es pas ses chefs, bah, peut-être qu'il n'aura plus envie de te parler. Ou plus la même chose. Et tu dois aussi accepter que bah, ton rôle, il a changé et que c'est peut-être plus toi la bonne personne pour parler de ça. Par contre, tu peux ouvrir une porte. Tu peux lui dire, je comprends ou je sens que ça va pas. Si tu as besoin d'un moment pour toi, bah, sache que je suis là, mais peut-être que c'est un autre collègue. Et avec Stéphane, ils sont, va chercher des ressources. Il y a plein de ressources autour de toi. Ça peut être un collègue de travail. Va lui parler 5 minutes. Et quand on parle d'organisation intelligente émotionnellement, c'est que quand on vient de parler, bah, accueille peut-être, prends 5 minutes pour l'écouter. Ça peut tellement lui faire du bien. Et si tu fais ça régulièrement, on va pas tomber dans un truc de psychothérapie pendant 2 heures à l'écouter et dire ah bon. Il y a Brigitte qui est là, ça fait déjà la 6e fois cette semaine qu'elle vient dans mon bureau me parler pendant 1 heure. J'ai autre chose à faire parce qu'après, tu n'as plus envie. Mais c'est pas ça, c'est juste dire ok, je sais qu'avec lui, je peux juste lâcher le truc, ça me permet de repartir. Et justement, selon vous, quels sont les enjeux de demain pour les entreprises, et notamment sur l'aspect de la gestion émotionnelle, de cette compétence de l'intelligence émotionnelle? Alors, je dirais, c'est pas les enjeux de demain, c'est les enjeux d'aujourd'hui. C'est dès maintenant. Elles ont tout à gagner. Alors, je ne veux pas te faire toute la liste des études, mais toutes les études convergent vers la même chose. Les entreprises qui investissent dans l'intelligence émotionnelle et qui sont intelligentes émotionnellement, ça c'est factuel, ont des chiffres d'affaires bien meilleurs, un taux de satisfaction client qui est beaucoup plus élevé, ils ont un turnover qui baisse, qui est bas. Donc rien que ça, c'est déjà dans l'intérêt d'une organisation. Pour les gens qui aiment bien les chiffres et les statistiques, bah, il suffit d'aller voir ça pour se dire, OK, il y a un vrai retour sur investissement. Pour moi, c'est aussi un enjeu lié à l'évolution de la société aujourd'hui. On est dans l'ère de l'IA. J'ai encore lu une étude sur LinkedIn, voilà, on n'aime pas, mais où on dit en 2030, 70% des métiers vont changer fondamentalement avec l'ère de l'IA. 2030, c'est demain matin. Hein. Ça veut dire que on a, je pense, la nécessité de comprendre que tout ce qui est des travaux de routine, etc., je pense que de plus en plus, ça va être pris en charge par des méthodes IA ou des systèmes IA. Mais ce qu'on ne pourra jamais remplacer, c'est la relation. Aucune IA peut créer de relation. Et ça va être une des grandes compétences. Même l'Organisation mondiale de l'économie le dit, c'est l'importance de l'intelligence émotionnelle dans les organisations. Il faut juste aller voir un peu les études et convergent tous vers les mêmes choses. Donc, si tu regardes et que tu cherches un peu aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est le défi d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment ça. Parce que ça, on ne pourra pas le remplacer. Voilà. Non, c'est stratégique, en fait, c'est la relation. Et on investit beaucoup d'argent et de temps, je pense, aujourd'hui dans les organisations pour monter techniquement les gens. Aujourd'hui, le trend, c'est l'IA. Il faut qu'on ait cette compétence-là, sinon on va louper le train, etc. C'est clair. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire autrement. C'est là. Mais qui c'est qui fait tourner la boîte? Ça sera pas. Puis même si c'est un agent IA qui fait tourner ta boîte, derrière, il y aura sûrement un ingénieur qui aura créé le truc. Est-ce qu'il va pas pouvoir se créer tout seul? Donc, n'importe quel truc, il y aura Il y aura l'humain. je crois fondamentalement que
l'humain aura toujours sa place là-dedans. Et aujourd'hui, on est des êtres de relation. On aurait pu faire ce podcast à distance, la même chose, mais il est tellement plus cool d'être là en face et de se déplacer pour faire cette relation-là, parce que on fait l'effort de pouvoir le faire, de connecter et comme ça. Mais moi, il y a une autre chose, c'est si on prend un cahier des charges aujourd'hui, puis on regarde toutes les tâches et les compétences nécessaires, puis on projette ça à l'ère de l'IA, qu'est-ce qui va rester? Et qu'est-ce qui va changer? Je pense que rien qu'en faisant cette réflexion-là, on voit bien que ça va bouger. Mais qu'est-ce qu'on va encore avoir besoin comme compétence chez les gens si l'IA prend en charge un certain nombre de choses, je ne sais pas, méthodologiques, etc. Ben on va voir que ce sont des compétences sociales que l'IA ne peut pas prendre en charge. Donc les métiers changent. 70%, c'est énorme, hein. Alors, je ne sais pas si scientifiquement c'est clairement prouvé et démontré. En tout cas, l'étude va dans ce sens-là. Mais ça veut dire que si on ne bouge pas aujourd'hui, on sera juste à la rue demain. Et ça, moi, je pense qu'il suffit de lire les news, de voir un peu ce qui passe. En fait, je crois que personne n'est capable de dire où on sera demain. Ça, c'est ma croyance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas là où on est aujourd'hui. C'est sûr. Ouais. Il faudrait commencer à quelque part. Il y a beaucoup de choses dans ces compétences en relationnel. Tu peux pas tout faire. Une organisation ne pourra pas tout faire. Mais au moins, commence à un endroit où tu te dis, bon, bah, je mets un peu d'énergie, un peu de temps pour développer un pan de la relation qui est prioritaire pour moi, qui est stratégique dans notre organisation. Et de fil en aiguille, bah, peut-être que tu vas développer d'autres trucs. Tu peux de toute façon pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Il y aura toujours des gens qui auront pris un parti pris. Donc, moi, j'y commence. Mets un peu d'énergie dans un projet pilote, dans une équipe pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas? Et fais ton expérience. Mais fais. Finalement, comme on disait au début de ce podcast, c'est de commencer quelque part, de faire, de passer à l'action, quelque part. Avant de clôturer, du coup, cet échange, je rebondis aussi par rapport à vous, pour Ciel et vous, même personnellement. Quels sont un petit peu vos projets futurs peut-être par rapport à l'accompagnement que vous avez auprès des entreprises ou individuellement, ou est-ce que vous êtes en train de travailler sur un projet en particulier justement pour les accompagner au mieux? On a une vision, tu compléteras, c'est jamais. Mais on a une vision aujourd'hui, ou une ambition, c'est vraiment que la thématique de l'intelligence émotionnelle devienne accessible à tout le monde, que on crée une vraie communauté. Ça pourrait paraître un peu presque sectaire, hein. On ne veut pas faire de secte, ça ne nous intéresse pas. Mais vraiment que toutes les personnes qu'on accompagne deviennent aussi, à quelque part, des ambassadrices et ambassadeurs de ça, et pas en racontant, mais en le vivant. Qu'on puisse observer une Victoria en disant « Mais t'as changé, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?» Ben voilà, je suis en train de développer ces compétences-là. Et je pense que ça, c'est le côté un peu visionnaire qu'on a. C'est pas Arnaud ou Stéphane, c'est l'environnement et la communauté ciel dans l'intelligence émotionnelle et le leadership, parce que pour nous, c'est passé ça, s'il y a un centre de l'intelligence émotionnelle et du leadership, alors on est aussi bilingue, donc on fait français-allemand, hein, en l'occurrence. Et puis en même temps, on a des programmes, voilà, on a mis en place des programmes avec des certifications, et on a des partenariats qui sont en train de se mettre en place aussi avec un partenaire américain, enfin qui est actif mondialement. Donc on a aussi cette notion de croissance. Ça fait bientôt 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille ça, et c'est une passion pour nous, et on a juste envie de partager cette passion et que d'autres prennent aussi le relais et véhiculent les mêmes messages, et au travers de ce qu'on peut partager et transmettre, bien qu'ils le fassent aussi. C'est pas quelque chose qui doit rester réservé pour nous, c'est au contraire. Comme disait je sais plus qui, mais c'est le savoir n'a de valeur que s'il est partagé, hein. Ouais, puis vécu, en fait, dans le sens. On revient à ça, mais passer à l'action. En fait, montre l'exemple. Agis comme t'aimerais qu'on fasse, et vis cette intelligence émotionnelle, ces compétences-là dans ton quotidien. Il n'y a que comme ça qu'en fin de compte, les autres ils vont pouvoir dire « Ah, ça marche. Ah, c'est intéressant. Ah, j'ai envie de venir comme lui. Ah, j'ai eu un bon chef. Il m'a bien parlé. Il m'a écouté. »
Tu vois, fais. Mhm. Alors, on a différents piliers, différents programmes. On commence souvent par le profil de quotient émotionnel, c'est le socle, hein, c'est le truc que tu peux agripper. Puis après, on va avancer dans d'autres compétences, au niveau communication, au niveau conscience de soi, etc. On a un autre panel à nous pour avoir des certifications derrière qui atteint, par exemple, le praticien d'intelligence émotionnelle, le technicien, le maître praticien, un petit peu dans ce cursus-là. Mais le plus important, le titre, c'est une chose. On aime bien les diplômes, tu mets sur un mur, sur ton CV, c'est super. Mais à la fin, c'est pas ce qui fait que tu es un bon manager. C'est pas ce qui fait que tu es un gars qui applique ça. C'est pas ton diplôme. Je disais à Stéphane, j'ai fait un MBA, j'ai fait 3 ans d'uni pour avoir mon master. J'ai appris ce que c'est la gestion d'entreprise en montant nos entreprises. En appliquant de la stratégie, en appliquant du marketing, en appliquant de la finance, en appliquant du droit et en le vivant au quotidien dans ces différentes structures du process en disant ah c'est ça gérer une entreprise. Je peux faire 3 ans de master et puis dire ah j'ai compris la finance ou je sais faire de la finance analytique ou je sais faire du marketing. Mais tant que tu le vis pas au quotidien, C'est l'expérience. ça qui fait. te sert à rien. Tu as un super papier. Nous, on fait des certifications parce qu'on a envie de certifier ça, puis que c'est important aussi pour les gens qui ne sont pas juste venus dans une structure. Ouais, j'ai fait de l'intelligence émotionnelle, on va valider tout ça. Parce qu'on vient aussi de ce monde-là. On a des formateurs d'adultes, on a aussi fait tout ce parcours académique. Qui t'a parlé de psycho, de neurosciences. Moi, je viens du côté de la gestion de la conduite, donc on va mettre tout ça en place pour apporter de la valeur. Et je suis convaincu qu'à la fin, c'est pas ton diplôme ou ton certificat de chez Ciel qui fera que tu seras meilleur, ou celui d'une autre entreprise à gauche, à droite. On n'est pas assez de toute façon pour faire ça. Le plus important pour nous, c'est que les organisations, elles commencent à parler de ça, à mettre en pratique et à vivre différemment. Il y a trop de souffrance, il y a trop de gens qui partent en burn-out, qui veulent plus bosser, qui n'ont pas de motivation à aller au travail. Le boulot, c'est comme aller dormir. Tu passes 8 heures dans ton lit pour te régénérer le soir, bah, tu passes 8 heures dans ton organisation pour aller travailler, pour gagner ta vie. Si tu n'as pas de plaisir, puis tu n'aimes pas faire ton boulot, ta vie, elle est triste. Tu dois bosser, je ne vais pas gagner ta vie pour être malheureux au boulot, mais Puis on n'a qu'une seule vie. Donc, ouais. Et je pense que travailler, ça ne doit pas être ça doit pas être contraignant, ça doit pas être un truc qui doit être dur. Il y a des jours où c'est pas cool. Toi aussi, tu as des journées où tu n'as pas forcément, il n'y a pas tout le temps, c'est génial. Mais à la fin, ça doit quand même rester un truc qui t'épanouit, qui fait en sorte que tu as du plaisir à aller, puis que tu contribues à quelque chose de plus grand que simplement je vais tirer un salaire le 25 du mois. C'est un peu triste, quoi. Totalement. Et justement, pour un petit mot de fin à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur conseiller pour clôturer cet épisode? Moi, je ne vais pas me répéter, mais passe à l'action. Fais quelque chose. Commence à quelque part. Un million, pas de la pelote de laine. Bah, prends un bout de laine et puis commence à dérouler le truc, et puis tu verras bien où ça t'amène. Et reste pas bloqué dans ta peur, parce qu'en fait, oui, la peur, elle existe, elle te donne un message, elle te raconte quelque chose, mais elle peut être aussi un grand frein à avancer dans ta vie. Et vas-y, fais. Je te garantis qu'il va rien se passer. Tu vas pas avoir mal, tu vas pas perdre une jambe, tu vas pas mourir de faire un peu d'intelligence émotionnelle et de parler aux gens. Tu peux juste gagner. Alors pour moi, c'est tu peux juste gagner. Au pire, tu apprends quelque chose. Au pire, tu apprends quelque chose. On commence. Ouais, et peut-être pour ceux qui nous écoutent ou qui vont suivre ce podcast, moi j'ai envie de dire, finalement, la vie c'est apprentissage. Donc faisons nos apprentissages, cherchons pas la perfection, juste à évoluer. Je pense que c'est le plus important. Ça veut dire que je me donne aussi le droit de me planter, de pas tout faire juste, c'est pas grave, mais j'apprends. Plutôt que d'être dans le côté victimisation. Moi, pour terminer là-dessus, j'ai beaucoup de peine avec les gens qui se victimisent. Je dois travailler là-dessus aussi, mais, parce que je pense qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Pas de ce qui nous arrive dans la vie, mais plutôt, peut-être je me suis mal exprimé, mais de qu'est-ce qu'on en fait. Tu vois? Il y a beaucoup de gens se victimisent, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à la société, c'est la faute à l'entreprise. Certes, il y a certainement des éléments que je choisis pas, mais je peux choisir comment je veux vivre. Donc, mon message, ce serait, c'est vous qui choisissez la vie que vous voulez avoir. C'est votre choix. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, surtout pour cet échange enrichissant qui, je pense, va susciter beaucoup d'intérêt auprès de nos auditeurs.
Merci également au G-Vail Resort pour leur accueil chaleureux et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, restez connectés. Vous pourrez très prochainement découvrir, à travers des vidéos bonus, les résultats de mon test de quotient émotionnel, mon profil et le débriefing que nous avons réalisé ensemble avec Arnaud et Stéphane. Nous espérons que ce podcast vous a été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, ainsi que sur les différentes plateformes podcast et à vous abonner si le concept vous parle. Merci beaucoup et à bientôt.